Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans le Golden Hebdo de ce vendredi 8 mars 2024 à la une de l'actualité. Aujourd'hui, 8 mars 2024, c'est la journée des droits des femmes. En Côte d'Ivoire, le sens de cette célébration n'est pas totalement perçu par les femmes. Un point d'éclaircissement a été fait à cet effet. Et puis pour le dossier Golden de cette édition, la série de déguerpissements se poursuit. Les quartiers Millionnaire Extension, CIPIM, l'Académie Pays-Bas, Koweït et la cité Kestab Toisvert, située dans la commune de Yopougon, seront détruits. La rédaction de Golden Suite TV est allée à la rencontre des riverains pour s'imprégner des réalités avant la scène de destruction qui s'approche à grands pas. Voilà pour les grands axes. Démarrons ce journal par cette actualité. La date du 8 mars est désignée par plusieurs organisations sous l'appellation Journée internationale des droits des femmes. Loin de constituer un événement commercial dénaturé, la Journée internationale des droits de la femme est une date charnière du calendrier féministe dont l'objectif n'est pas totalement perçu par les femmes ivoiriennes. Suivant ce reportage de Chris Ben Kofi, Olivia Kwame. La Journée internationale des femmes est née au début du XXe siècle dans la foulée des activités des mouvements ouvriers d'Amérique du Nord et d'Europe et reflète un appel grandissant par la participation à part égale des femmes à la société. Les Nations Unies ont proclamé en 1977 l'année internationale de la femme et ont commencé à célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars. La 47e édition de la Journée internationale des droits des femmes, JF, a pour thème national « Agir ensemble pour l'égalité », éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la Journée internationale des femmes est perçue comme une journée pas ordinaire. C'est un jour qui représente énormément pour les femmes ivoiriennes. 8 mars, ce sont les femmes battantes, les femmes courageuses. Matin bonnet, on se réveille à 5 heures, à 4 heures, on est sur les pieds, on est au nouveau goudron, on place les bagages, on quitte au marché à 18 heures. C'est les femmes battantes, ce sont eux qu'on appelle 8 mars. À part nous là, à part nous les femmes battantes là, il n'y a personne même en face. 8 mars, c'est la journée des femmes. C'est pour célébrer les femmes. C'est notre fête. Donc vraiment, ça nous tient au cœur. Donc vraiment, on est content. Je dis merci à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont fêté 8 mars l'année passée. Ces gens-là ne sont pas parmi nous cette année. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. C'est pour montrer la valeur de la femme, la puissance de la femme. Aujourd'hui, la femme n'est plus au temps où elle était rabaissée. Nous parlons maintenant de l'émancipation de la femme. Nous voyons des femmes ministres, des femmes présidentes. C'est pour montrer au monde entier que la femme a de la valeur, la femme a de l'importance, la femme a la puissance. Elle peut tout faire. Elle peut faire tous les travaux que l'homme fait aujourd'hui. Pour moi, la journée de la femme, c'est une journée où la femme doit être valorisée. Voilà, pas tous. Parce qu'une femme, d'abord, c'est quelqu'un de précieux, au fait. Une femme, c'est elle qui met des enfants au monde, c'est elle qui fait l'humanité. C'est elle qui fait son mari, qui fait la société. Une fête, où on honore la femme. Parce que la femme, c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui prend soin de ses enfants. Donc, pour ce jour, je pense que les hommes doivent honorer les femmes. Ceux qui ont des femmes, surtout des vrais hommes qui ont des femmes à la maison, ce jour-là, doivent aimer les femmes, la chérir. C'est que tu n'as pas pour habitude de faire là. Ce jour-là, tu montres à ta femme que tu l'aimes parce qu'elle t'a donné des enfants, parce qu'elle prend soin de ta maison, parce qu'elle prend soin de toi. Donc il faut l'honorer. Je pense que les hommes, ce jour-là même là, doivent faire à manger pour donner à les femmes. C'est grâce à la femme que nous puissions naître et voir le jour. Notre maman, elle est la meilleure, elle doit être valorisée car sans elle, nous ne sommes rien. Nous devons être honorés parce que nous les femmes, nous mettons nos enfants à l'école. Et nous les femmes, nous devrons être honorés par rapport à cela. Nous devrons être honorés, c'est normal. Parce que dans la Bible même là, la femme a été honorée. Donc les hommes aussi doivent nous honorer, plus nos enfants aussi, parce que c'est important. Pour moi, valoriser la femme, c'est très important. Le 8 mars est une journée très spéciale pour elle. Il faut la valoriser, lui donner beaucoup de choses. Comme Napoléon pouvait le dire, donne-moi une bonne mère, je te donnerai une bonne nation. Le 8 mars est une journée importante pour la femme car c'est le jour où nous célébrons le fait d'avoir combattu pour nos droits, d'avoir lutté pour être où nous sommes aujourd'hui.
Comme on peut le constater, avant dans la société, la femme, on ne pouvait pas trouver la femme à des postes importants. Mais aujourd'hui, on voit les femmes présidentes, professeurs dans les administrations et c'est vraiment important pour nous. Ça a toujours été important pour nous. C'est pour ça que nous avons lutté pour nos droits. Et en ce 8 mars, nous sommes fiers de porter ce pagne qui a été dédié à ce jour pour fêter et dire aux gens qu'on est fiers d'avoir lutté pour nos droits. Qu'est-ce que le 8 mars exactement? Quelle est l'essence même de cette célébration? Marlise Aimé-Conan, présidente de l'Association des femmes journalistes de Côte d'Ivoire, nous éclaire. Le 8 mars, c'est la journée que l'ONU a instituée depuis 1977 pour célébrer les droits des femmes, pour célébrer les acquis en matière de droits des femmes durant toutes ces années. C'est une sorte de bilan qu'on fait, qu'on célèbre. Les droits des femmes sont les droits de tout être humain. Le droit à l'éducation, l'accès à l'information, le droit à la santé, à la politique, au travail et surtout au même traitement salarial que l'homme, etc. Donc, c'est les mêmes droits que les hommes ont. C'est les droits que tout être humain a. Dans la déclaration universelle des droits de l'homme, il est écrit que tous les êtres naissent égaux. Alors, si nous naissons tous égaux, ça veut dire que nous avons les mêmes droits, d'accord? Et si nous avons les mêmes droits, il faut donc respecter les droits de la femme. Et c'est notre combat qu'on arrive à respecter tous les droits de la femme dans toutes les sociétés du monde. Le but de cette journée, le but de la célébration de cette journée, c'est de rappeler à la conscience collective, c'est de rappeler aux uns et aux autres que la femme a des droits, qu'il faut les respecter. Il faut les respecter tout simplement. Notons qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la Journée internationale des femmes est à la fois une journée d'unité, de célébration, de réflexion, de défense des droits et d'action. Excellente journée internationale des droits des femmes à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Passons à présent à une autre actualité. Un dialogue politique et technique a été organisé entre le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole CORAF et le Centre régional d'excellence pour les phytopathogènes transfrontaliers WAVE. La rencontre se tient du 6 au 8 mars 2024 au pôle scientifique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Bingerville. Suivant le commentaire de Ange Pacomamon. Le Conseil Ouest et Centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, en collaboration avec le Centre régional d'excellence pour les phytopathogènes transfrontalières, WAVE, organise un dialogue politique et technique de haut niveau sur la certification des semences, exemple de maladies et la réponse rapide aux incursions de phytopathogènes émergents en Afrique de l'Ouest et du Centre. La rencontre a eu lieu jeudi dernier jusqu'à ce vendredi 8 mars 2024 au pôle scientifique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Bingerville. Ce dialogue politique et technique est l'occasion de remettre officiellement et symboliquement le matériel et les équipements de laboratoire acquis dans le cadre du projet Biorix, qui est de sensibiliser les gouvernements à l'importance de la certification de semences exemptes de maladies pour une agriculture durable en Afrique. Au sorti de ce dialogue politique et technique, il est attendu le déploiement d'un plan d'action pour contrôler la propagation du virus de la mosaïque du manioc afin de maîtriser de potentielles épidémies dévastatrices des maladies virales du manioc en Afrique du Centre et de l'Ouest. Le professeur Justin Pita, directeur exécutif du Centre WAVE, revient ici sur l'importance de cette rencontre et la nécessité d'accompagnement des États africains pour ce projet. Dr Ousmane Doaïf, gestionnaire de projet du CORAF, nous en dit un peu plus sur ce dialogue politique et technique de ces phytopathogènes. Il faut rappeler que depuis 2015, le projet Biorix et le Centre régional d'excellence pour les phytopathogènes transfrontaliers WAVE a construit un réseau fonctionnel de 13 institutions nationales de recherche agricole dans 10 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest qui collaborent activement pour soutenir le développement de systèmes d'alerte précoce et la préparation de la riposte contre les phytopathogènes transfrontaliers dans ces 10 pays. Parlons sport à présent suite à un constat de licenciement abusif des clubs de Bouaké et de l'Azida Bengourou. L'association des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire a tenu un point de presse le mardi dernier. Durant cette conférence de presse, plusieurs décisions ont été prises, mais lesquelles, suivant le commentaire
commentaires de Vince Kofi. L'Association des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire, AEEFCI, représentée par son président Atsé Kouao, et le syndicat national des entraîneurs et éducateurs, cadre technique professionnel de Côte d'Ivoire, SINEF-4FC, du président Georges Kouadio, regroupés en collectif des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire, ont animé un point de presse ce mardi 5 mars à la Bourse du Travail d'Abidjan-Treichville. Un point de presse qui fait suite à un constat des licenciements abusifs des entraîneurs des clubs de Bouaké et de l'Azida Bengourou. Plusieurs décisions ont été prises, entre autres le port du bandeau rouge, la mise en place du statut des entraîneurs et éducateurs de Côte d'Ivoire et une rencontre avec le président de la Fédération ivoirienne de football. Koné Yaya, porte-parole du collectif qu'on écoute. Association des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire, représentée par son président Atsé Kouao, et le SINEF-4FC, syndicat national des entraîneurs et éducateurs, cadre technique professionnel de Côte d'Ivoire, représenté par son président Georges Kouadio. Cette entité dénommée le collectif des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire, après un constat des rapports entre employeurs et entraîneurs, nous avons constaté que les relations sont de plus en plus dégradées. Fort de ce constat, nous avons organisé ce point de presse pour éclairer l'opinion publique nationale et internationale. Nous avons constaté depuis quelques semaines des licenciements abusifs des entraîneurs de certains clubs, dont le club de Bouaké FC et de l'Asie d'Abengourou. Ceci est consécutif à la volonté de ces différents staffs, le staff du coach Bamba Yaya et le staff du coach Oussou Israël Lumor, la volonté de ces différents staffs de rentrer dans leurs droits. Le collectif des entraîneurs et éducateurs de Côte d'Ivoire, pour marquer son indignation, décidé 1. Du port des bandeaux rouges, séance tenante pour le point de presse. 2. La mise en place du statut des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire. 3. De l'amélioration des conditions de travail des entraîneurs et éducateurs de Côte d'Ivoire. Nous souhaitons avoir une audience auprès de Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de football, Monsieur Yassine Idriss Diallo. Fait à Abidjan, le 5 mars 2024, le collectif des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire. Parlons à présent du dossier Golden, les déguerpissements et les démolitions des constructions dans la ville d'Abidjan suit son cours après les quartiers Jesco, Boribana, Mosikro et Banco. Certaines autres zones sont impactées. À Yopougon toujours, plusieurs quartiers et sous-quartiers sont concernés. Quelles sont ces zones? Élément de réponse dans ce reportage de la rédaction. Les quartiers millionnaires extension Sipim, Académie Pays-Bas, Poète, la cité Kestab, Toit-Vert, située dans la commune de Yopougon, seront détruites. La cité Kestab, construite en 1994 par la Caisse de stabilisation comportant 3 grandes cités, dont Kestab Toit-Vert, Toit Rouge et Toit Bleu, avec une école et une église en son sein, ne sera pas épargnée par cette opération, à en croire certains habitants membres du syndicat des propriétaires de la cité Kestab Toit-Vert, dont plus de 100 habitations seront détruites. Selon eux, la raison évoquée par le district autonome d'Abidjan est la dégradation du canal qui quitte la zone industrielle de Yopougon, passant derrière la dite cité jusqu'à la lagune des Ito. Au moment où nous venions dans cette cité, en 98, c'était un petit passage d'eau. On enjambait même le trou. Et lorsqu'il y a eu le problème au niveau du marché à gauche, la mairie a délocalisé le marché. Ils sont venus installer le marché. Ils nous ont dit que c'était un marché provisoire dans un service technique de la mairie. Et depuis tout ce temps, le marché maintenant, au lieu de provisoire, c'est devenu permanent. Et les ordures
du marché, toutes les ordures du marché sont déversées dans le trou. Nous avons travaillé pendant plus de 30 et quelques années à la caisse de stabilisation. Et c'est au vu de ça que la caisse a construit. On était 1600 agents à la cité Caisse-Stable. Mais concernant le logement, il y a 500 et quelques logements. Il y a seulement que 559 agents qui ont souscrit. Parce qu'on nous prélevait par mois. Et ces maisons, on a payé, on a le certificat de non-redevance. Nous sommes propriétaires de nos maisons respectives. Lorsque on venait en 97, le trou était petit. Nos enfants même jouaient dans ces ravins. Mais au fur et à mesure, voilà, le ravin est devenu grand. Le problème que nous avons ici, il faut dire que notre cité, la Caisse-Stable, a été construite par cette société Caisse-Stable à travers l'opérateur Batim en 1997. Elle comporte 559 logements. Le problème est que la cité est traversée par un canal qui quitte depuis la zone industrielle jusqu'à Lokwa. Au début, le canal n'était rien. On traversait, on enjambait. Mais avec le développement de la zone industrielle, la construction d'autres cités aux alentours, telles que la cité CNPS, la cité Sako, la cité Café, la cité Laurier, ainsi de suite, et le déplacement du marché de Niagon à gauche, au bord de ce canal-là. Le volume d'eau qui y passe est devenu très important. Selon les habitants, plusieurs démarches ont été menées auprès des autorités compétentes pour la construction du canal qui est resté sans suite. À partir de 2011, on a commencé à sentir que le trou avait commencé à s'élargir. Donc nous avons mené des démarches au niveau du ministère de la Construction, ministère des Infrastructures et tout. Même nous avons écrit à la primature et tout, même à la caisse, au conseil Café Cacao. Ils sont venus, ils se sont rendus compte qu'ils ont trouvé qu'au niveau de la mairie, ils n'avaient pas suffisamment de moyens et qu'il fallait que ce soit les bailleurs de fonds qui puissent nous aider parce que ça revenait assez cher. On a continué nos démarches jusqu'à ce qu'en 2020, l'ONAD viennent. Ils sont venus, ils nous ont dit qu'on doit dégager les emprises. Ils ont même fait des marquages. Et ils nous ont dit qu'ils allaient commencer à faire les travaux. Nous avons un comité que je dirige. Voici les nombreuses lettres. Voici, depuis 2011, nous avons adressé ces lettres aux différents ministères. D'abord, au Premier ministre en 2011, ministère de la Construction en 2011, ministère de l'Industrie et ainsi de suite. C'est après, la mairie est venue. Nous sommes partis vers la mairie. La mairie nous a montré que d'aller vers l'ONAD. Nous sommes partis. L'ONAD est venu. Tous ceux que j'ai cités, ils ont envoyé des techniciens pour venir voir le trou. Vraiment, à notre grande surprise d'avant-hier, pour le ministre gouverneur, on a appris sur les médias que notre quartier, nous sommes dans la bande rouge. En 2010-2011, les résidents ont mis en place un comité qui a commencé à faire des démarches auprès des autorités, notamment le ministère de l'Assainissement et de l'Urbanisme. On a même écrit ici, c'est l'une des toutes premières lettres, courrier, le 25 juillet 2011, adressée au ministre de la Construction et de l'Urbanisme, que nous avons ici. On a écrit à la primature, au maire et à l'ONAD, l'Office national
d'assainissement et du drainage qui fait les travaux. En 2016, nous avons eu l'espoir parce qu'il y a un programme, il y a un financement qui a été obtenu par l'État de Côte d'Ivoire. Et ce programme, le voici. Programme PASSAD, qui dit Programme d'amélioration durable de la situation de l'assainissement et du drainage de la ville d'Abidjan. Donc, les collecteurs, sinon les caniveaux de Yopougon, pour ceux qui connaissent Yopougon, quand tu prends le Petit Toit Rouge, le caniveau qui passe par la CDC, les caniveaux qui passent par l'église catholique Sainte-Rita, jusqu'à la lagune, Carrefour Jatak jusqu'à la lagune, et puis le nôtre. Tout ça devait être fait dans ces programmes-là. On a été encore beaucoup plus heureux en 2020 lorsque l'ONAD est venu faire des marquages sur les emprises qu'il fallait libérer pour le début des travaux. Ça, en 2020. Et en 2021, il y a une machine, les machines de l'ONAD sont venues pour le début des travaux. Mais on a vite déchanté parce que la machine a fait seulement qu'une journée de travail. Et la machine est repartie jusqu'à ce jour. Plus de 100 lots seront impactés par cette démolition et les populations concernées, à tel qu'elles n'ont pas encore été situées jusqu'à ce jour sur une possibilité de relogement ou d'indemnisation. Tant de Oufoué-Boigny, quand il construisait vers Port-Boué, il a déguerpi Port-Boué, mais il a logé ces gens à Port-Boué 2, raison pour laquelle Port-Boué 2 se trouve à Yopougon. Au temps de Bédié, c'est la même chose à Washington. Il a construit, il a déguerpi, il les a envoyés devant le cimetière d'Abobo qu'on appelle Biabou. Pourquoi, à ce temps aussi, M. Alassane, président de la République, ne peut pas faire la même chose? Et ici, nous ne sommes pas dans un quartier précaire. Nous sommes dans un quartier, on peut dire, de grand standing. Pourquoi casser? À cause de ces caniveaux, on peut faire. Ils ont fait juste les autres. Pourquoi pour nous? Et pour nous, ça ne fait même pas quelque chose de 2 km. Si c'est trop, c'est 1 km. La largeur en bas là-bas, ça ne vaut même pas 10 mètres. C'est en haut ici que la largeur fait à peu près 15 ou bien 20 mètres. Donc la longueur n'atteint pas 2 km. Vraiment, nous demandons aux autorités, au président de la République, au gouverneur, au maire, de venir nous aider à canaliser le ravin. Le district d'Abidjan ne nous a donné aucune mise en demeure. Le district ne nous a donné aucune mise en demeure. On a pris comme tout le monde, comme quoi on vient pour raser. Nous avons fait encore des démarches. On est parti la semaine dernière au niveau du district. On partait pour rencontrer le gouverneur du district. On nous a dit que non, pour le moment, il est toujours à Koumassi et d'aller nous a dirigé vers la direction de la construction à Treichville. Et quand on allait là-bas, il y a M. Kouadio, qui est l'assistant du directeur, qui nous a reçus et qui nous a dit que la même chose, ça veut dire que les constructions qui sont de part et d'autre du collecteur seront touchées. Quelles sont les mesures? Quelles sont les mesures de sécurité? Rien du tout. Bon, vous allez nous déguerpir. Est-ce qu'il va y avoir des mesures d'accompagnement? Ils disent que rien n'est prévu. Que tout ce qu'ils savent faire, on leur a demandé de venir démolir et casser. Informées de quitter leur maison avant le 17 mars 2024, certaines familles ont décidé de ranger leurs affaires avant l'arrivée des machines afin de sauver leurs effets personnels. Alassane a dit qu'il n'y a pas d'impunité en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est un rêve. Je ne suis pas encore réveillée. Nos maris ont souffert pour avoir ces maisons. La Caisse n'a pas fait cadeau des maisons. Les gens qui ont participé à la construction de ce pays, au développement de ce pays, on ne peut pas les chasser comme si
Même les chômeurs, même on ne les chasse pas comme ça. Il a dit aussi, un Ivoirien, un toit. Il n'a pas dit, un Ivoirien, moins un toit. Il n'a pas dit, un Ivoirien doit dormir au dehors comme un chien errant, sans maître. Pensez à nous, les femmes. C'est le moment. Nos maris sont à la retraite. C'est le moment maintenant de vivre que nous sommes en paix. On a un toit sur la tête. Nos enfants ne seront pas au dehors quand nous allons partir. Parce qu'aujourd'hui, on a plus la moitié de nos corps dans la tombe que l'autre. C'est nos enfants qui allons rester ici. C'est nos enfants qui seront les villageois. Parce que ça là, c'est un village pour nos enfants. Il n'est pas question. Il n'est pas question, et je lui demande pardon, il n'est pas question, il n'a qu'à se pencher sur ce problème-là. Afin qu'on puisse sauver les maisons de la caisse stable. Ce n'est pas ce qu'il a dit au début. Ils ont acquis leur maison à la sueur de leur front, alors qu'on les laisse en paix, qu'on les laisse vivre sans stress. On a vieilli. Actuellement, là, je suis en train de faire mes bagages. Je suis en train de me faire mes bagages. Le collecteur m'a donné une maladie sinusite aiguë à cause de l'odeur. Quand on parle de collecteur, ça quitte jusqu'à une nuance parce que des fois, il y a les odeurs, les couleurs. Tu vois les couleurs dans le trou. L'odeur même des produits, tu peux pas respirer dans ta maison. Mais au moins, on se dit que on a une maison. Mais on va partir de cette maison. Soit les pieds en avant. Parce que, actuellement, j'ai fait 19 détentions. Tout simplement parce que, à cause de la nouvelle qui m'est tombée sur la tête, mon mari aussi a vieilli. Qu'on ne le tue pas. Il n'a qu'à rester là au moins pour voir les petits-enfants et arrière-petits-enfants avant de partir. Comme eux, ils en bénéficient. Les propriétaires de cette cité espèrent qu'avant la date butoir du 17 mars, des solutions idoines seront trouvées par le district autonome d'Abidjan et la mairie de Yopougon afin de pouvoir sauver le bien acquis durant des décennies de travail. Pour eux, ce ne sont pas leurs maisons qui sont en danger pour le canal, plutôt le canal qui est en danger pour leur vie et leur propriété, et que la construction de ce ravin sera la meilleure solution. L'opération de déguerpissement suit son cours. Malheureusement, les habitants de ces quartiers dits à risque en paieront toujours les frais. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous qui nous suivez depuis toujours. Merci de suivre Golden Sud TV. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien, ne déconnectez surtout pas. Et encore une fois, excellente journée des droits des femmes à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire.